Merci à tous de m'accueillir et puis d'être là pour cette question qui nous concerne tous et qui nous taraude, qui est la question du travail. C'est vrai que lorsque j'étais enfant, le travail était un peu comme l'air qu'on respire, il y en avait partout et je ne me posais pas la question. Comme mes parents, je savais qu'après mes études, j'allais trouver du travail. Lorsque je suis devenue psychologue dans un service de chirurgie de la main dans les années 75, la question du travail était brûlante pour les accidentés du travail que nous recevions. Et là, les mains des chirurgiens réparaient les mains des ouvriers parce que l'enjeu était bien sûr qu'ils retournent au travail à tout prix, sans quoi c'était l'errance financière, familiale, professionnelle. En même temps, l'organisation du travail à l'époque était un mot qu'on n'utilisait absolument pas. Il ne faisait pas partie de notre vocabulaire. Encore une fois, au mieux, un chef d'entreprise venait faire signer un papier en blanc aux salariés à peine réveillés de son anesthésie, histoire d'écrire ensuite qu'il avait réparé son étagère à la maison avec la scie circulaire du travail et ne pas les déclarer en athée. Mais nous avions aussi des chefs d'entreprise qui accompagnaient, catastrophés, leurs ouvriers aux mains très abîmées. Les deux cas de figure, en tout cas, servaient d'anecdote. Et c'était à peu près notre seule vision du monde du travail. Car souvenez-vous, à l'époque, notre approche était extraordinairement moralisatrice. Si l'ouvrier, une fois bien réparé par le chirurgien, avait les douleurs qui flambaient à la dernière consultation, avant qu'on consolide son dossier, c'était forcément qu'il allait développer une sinistrose, ou bien qu'il tirait des bénéfices secondaires de son accident du travail, parce qu'à l'époque, il était impensable de ne pas avoir envie de retourner au travail, et donc si on ne voulait pas y retourner, c'était qu'on était paresseux, ou bien simulateur, ou bien encore une fois sinistrosique. La donne a changé complètement dans notre équipe où je travaillais déjà en tant que psychanalyste depuis très longtemps, lorsque dans les années 85, nous avons vu arriver des femmes atteintes du canal carpien, pathologie que vous connaissez bien, que les chirurgiens opéraient, et c'était de bons chirurgiens, et qui revenaient 6 mois plus tard avec un canal carpien récidivé. Et bien sûr, à l'époque, les chirurgiens m'envoyaient les patients qui ne guérissaient pas ou qui étaient récalcitrants à leur merveilleuse technique opératoire. Et donc, on m'envoyait ces femmes en me disant « Marie, il doit y avoir un problème psychologique ». Et moi, je sortais mon tiroir psychanalytique ou mon tiroir psychosomatique et je cherchais donc... Ces femmes avaient la cinquantaine, la ménopause. Alors pour les chirurgiens, l'affaire était classée. Ça voulait dire que le déficit hormonal avait déclenché le canal carpien. Et moi, je cherchais, avec mes cases à moi et ma vision du monde à moi en tant que clinicienne, peut-être le départ des enfants de la maison, le syndrome du nid vide, enfin, vous savez, toutes les bêtises qu'on cherche de ce côté-là. Mais comme elles étaient toutes extrêmement fatiguées, épuisées, et que toujours de ma position moralisatrice, je me disais, elles sont femmes de ménage en milieu hospitalier, ou bien dans des écoles le soir, elles sont caissières dans les supermarchés, rien à voir avec les ouvriers que nous recevons, qui charrient des tonnes par jour et qui sont véritablement en danger au travail. J'avais bien évidemment ma propre perception extrêmement biaisée de leur situation, et je trouvais que ces femmes épuisées, fatiguées, présentaient un tableau de fatigue qui ne correspondait pas à ce que j'imaginais de leur travail. Et parce que je ne comprenais pas ce qui se passait et que j'ai toujours eu l'habitude, quand je ne comprends pas, plutôt que d'aller chercher à faire rentrer mes patients à tout prix dans mes catégories de pensée de psychanalyste, d'essayer d'aller chercher dans d'autres disciplines, la sociologie, la médecine, l'histoire, l'économie, ce qui pourrait bien expliquer la symptomatologie de mes patients. Eh bien, à l'époque, j'ai tout d'un coup le souvenir que Christophe Dejour, que j'ai connu à l'Institut de psychosomatique, où nous avons travaillé tous les deux, est peut-être bien dans une chaire sur le travail. Et donc, je l'appelle et je lui dis, je ne comprends pas, Christophe, pourquoi ces femmes sont épuisées. Et bien sûr, il me dit, viens me voir. Et il me fait tomber dans la marmite de la psychodynamique du travail. Et voilà comment tout d'un coup, l'ennui et l'épuisement que dégageaient ces femmes sur des métiers qui pourtant n'avaient pas l'air de convoquer des efforts physiques colossaux,
Voilà comment tout d'un coup, la centralité du travail dans la construction de l'identité, la nécessité d'exécuter des gestes qui soient riches et qui aient du sens, plutôt que des gestes répétitifs et des gestes pauvres, surtout pour moi qui travaille en chirurgie de la main et qui sait que 2 tiers des neurones moteurs du cerveau desservent la main et les doigts, et que l'évolution de l'homme a permis qu'il se redresse pour libérer la bouche et le langage, ainsi que l'opposition du pouce aux autres doigts, lui permettant, entre autres choses, bien sûr, d'écrire. Eh bien, pour moi, cette représentation corticale extraordinaire de la main implique que nous arrivions à faire des métiers inventifs, où l'exercice des corps et l'exercice de nos capacités personnelles se fait, si possible, avec imagination, avec enrichissement, avec épanouissement. Et ce que me racontent ces femmes de leur travail, c'est qu'en fait, personne ne les regarde. Anne-Marie, qui est femme de ménage dans les bureaux de la Défense, arrive une demi-heure plus tôt que son heure de démarrage du travail pour croiser le visage des gens dont elle nettoie les poubelles et les tupperwares que les gens laissent dans les éviers, puisqu'il y a une femme de ménage pour les nettoyer, qu'elle s'en occupe. Fatima, pour ceux d'entre vous qui ont peut-être vu le film Fatima, qui a eu le César du meilleur film et qui est une de mes patientes et qui fait le ménage dans les écoles le soir, me dit tous les soirs: je fais le maximum pour que ça soit impeccablement rangé, pour que ça sente bon, le propre, mais aussi pour que ça soit beau. Et quand je suis sur le pas de la porte, je regarde et je me dis: tu as fait un Picasso. Et le lendemain, les petits me l'abîment et je refais mon Picasso le lendemain. Et tout d'un coup, je me rends compte que toutes ces femmes au travail déqualifié, qui souvent travaillent sans que personne ne fasse attention à leurs gestes, mais dont les gestes tiennent le monde, comme dit si joliment Fatima, le peuple de la poussière tient le monde, eh bien ces femmes sont dans l'invisibilité des savoir-faire extrêmement poussés qu'elles investissent. Et puis surtout, grâce à Christophe Dejour, je rencontre Daniel Kergoat et Elena Hirata, présentes ici ce soir, et je découvre donc la division sexuelle du travail, le fait que dans notre société, eh bien, les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes métiers, les mêmes postes surtout, ne sont d'ailleurs pas du tout payés de la même manière si elles sont un homme ou une femme, et puis que surtout un travail de femme vaut moins qu'un travail d'homme, et puis que la plupart du temps les métiers des femmes sont dérivés, n'est-ce pas mesdames, nous en avons les chromosomes, de la prise en charge de la saleté, de la maladie, de la mort, des enfants, des personnes âgées, des malades. Et comme nous sommes de par nature gentilles, compassionnelles, attentives, méticuleuses, eh bien, dans la hiérarchie des métiers, on nous attribue ces métiers-là en pensant que nous savons le faire sans avoir besoin de faire d'études très, très, très poussées et du coup sans avoir besoin d'être tellement payés. Et voilà comment tout d'un coup, toute cette clinique que je ne comprends pas s'éclaire. Comment tout d'un coup, je comprends pourquoi ces femmes sont éteintes, atones, défaites, alors que, en quelque sorte, de l'extérieur, leur métier ne m'apparaît pas si épouvantable, parce qu'elles sont en fait en train de travailler en aveugle et que personne ne les regarde. Et voilà comment tout d'un coup cette consultation prend tournure, et voilà pourquoi eh bien, je ne peux plus sortir mes cases de psychanalyste et de psychosomaticienne. Je ne peux plus dire à l'ouvrière qui visse 27 bouchons par minute que si elle occupe ce poste-là, bon, c'est ou qu'elle n'est pas très intelligente, ou bien qu'elle a un imaginaire pauvre et que donc elle n'a pas trouvé autre chose, alors que c'est le métier qu'elle a trouvé pour arriver à nourrir sa famille. De la même manière, je ne vois pas comment je peux continuer à dire aux jeunes femmes de la Défense qui viennent me voir et qui m'expliquent qu'elles sont payées 30% de moins que leurs homologues masculins et qu'elles sont maltraitées et harcelées au travail et de façon très sexiste, que c'est leur masochisme féminin qui leur fait supporter ce qui d'évidence est une discrimination de système. Et puis quand à partir des années 90, je vois arriver tous les gens de la Défense, n'oubliez pas que le 92 où se trouve l'hôpital de Nanterre est le département le plus riche de France, là ce sont effectivement des cadres, des grandes entreprises de la défense qui sortent avec des prudences de Sioux, des guides de management qui, en interne, enseignent aux différents cadres
à humilier leurs salariés, à mettre la pression quand ils rentrent de vacances en septembre, à leur coller des objectifs inatteignables, ce qui correspond à une injonction paradoxale. Vous voyez, nous sommes à peine en 90. Marie-France Irigoyen n'a même pas encore publié son livre en 90, en 98, Le harcèlement moral au travail. Et là, je vois déjà débouler le guide de management du docteur Peter Kruse. Pour ceux que ça intéresse, il est en ligne sur le site Souffrance et Travail, où il est bien expliqué que dans l'économie mondiale actuelle, pour obtenir que des salariés de n'importe quelle entreprise se mobilisent rapidement pour de nouveaux process de travail, eh bien, il faut mettre en place un management par le chaos. Il faut donc que la DRH soit à l'autre bout de la France et la comptabilité au nord. Vous savez que maintenant, les DRH sont en Pologne et la comptabilité en Argentine. Qu'il faut briser à tout prix les collectifs de riposte et donc scinder les équipes, éloigner les gens qui sont amis et qui restent trop longtemps ensemble. Vous savez d'ailleurs à quel point cette solitude semée par les organisations du travail va semer de véritables pathologies comme le harcèlement moral et les suicides au travail. Ces techniques de management reposent sur le fait qu'il faut, dans une nouvelle économie mondiale pilotée par Laval, se souvenir que celui qui réussit n'est plus du tout comme autrefois le plus intelligent ou le plus fort physiquement, mais le plus rapide, celui qui va attraper la niche économique qui se libère avant les autres entreprises. Et qu'il faut donc obtenir des salariés qui se mobilisent absolument rapidement sur ce nouveau management. Bien évidemment, au moment où le harcèlement moral va être publié, cela va représenter une catastrophe pour nous, car tout d'un coup, nous allons voir tous les patients débarquer à nos consultations, le livre de Marie-France Irigoyen à la main, disant, page 27, c'est mon histoire, mon N+1 est un pervers narcissique, je suis harcelé, je suis une victime, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Nous avions déjà, bien évidemment, commencé à édifier un groupe avec des magistrats, des avocats de droit social, des inspecteurs du travail, des médecins inspecteurs, des sociologues, des psychiatres, pour comprendre d'où venait la modification de ces nouvelles organisations du travail, tout initiées dans les grands cabinets américains et appliquées en France avec une bêtise particulièrement colossale, ayant au passage éliminé ce qui subsistait dans les pays anglo-saxons, la reconnaissance du travail quand vous travaillez, les bonus, les avancements, les formations, et puis si on n'a plus besoin de vous, effectivement, une suppression rapide de votre poste, mais supportée culturellement parce qu'il y avait du travail ailleurs. Nous avons dû tenir très 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 fort ce levier d'organisation du travail pathogène contre la loi de modernisation sociale, contre la dénonciation, n'est-ce pas, du vilain bourreau attaquant les pauvres salariés victimes. Pourquoi est-ce que nous nous sommes élevés très fort au point, à un moment donné, de transgresser notre secret professionnel et d'ouvrir la porte de nos consultations à des documentaristes comme Sophie Bruno, Marc-Antoine Roudil, pour Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés, puis Jean-Robert Vialet pour la trilogie sur la mise à mort du travail, qui a eu en 2010 le prix Albert Londres, parce que nous nous rendions compte dans ces consultations extrêmement longues, douloureuses, pénibles, que nous avions affaire à l'intérieur des gens qui venaient nous voir à des marqueurs psychiques extrêmement puissants, des marqueurs psychiques qui relevaient de violences collectives, beaucoup plus que de la rencontre avec un pervers isolé. Et surtout, jamais, à aucun moment, nous ne laissions ce salarié en difficulté repartir sans lui poser cette question. Ça fait 2 heures que vous me parlez du harcèlement que vous avez subi. Nous venons de revoir ensemble qu'en fait, il y a eu beaucoup de modifications organisationnelles dans votre entreprise, toutes négatives quant à leur impact sur votre rapport au travail. Mais ça ne visait pas que vous, n'est-ce pas ? Non, ça visait mes collègues. Et qu'est-ce que vous avez fait ? Rien. C'était extrêmement important pour nous de ne pas exonérer les gens qui venaient nous voir en se plaignant de ces mises au banc et de ces harcèlements, de leur propre passivité lorsque ce harcèlement visait quelqu'un d'autre. En psychopathologie du travail,
Nous classons les maladies du travail non pas dans des concepts poubelles comme celui-là, qui est mis à toutes les sauces. Là, je reviens d'une émission sur France 5 où on a à nouveau parlé du burn-out, du bore-out, du brown-out, comme si on ne savait plus parler français. Nous les classons en pathologie de surcharge et en pathologie de la solitude. Car en fait, et je crois que Christophe Dejour à ce niveau-là a raison, il n'y aurait pas de harcèlement si nous allions au secours de nos collègues en difficulté. Alors je sais que dans une réunion où un N+1 à bout, ou bien particulièrement cruel, humilie quelqu'un en public, c'est compliqué de prendre la parole, de s'y opposer frontalement, parce que tout le monde veut préserver son travail et sa tranquillité. Mais qu'est-ce qui fait qu'à la sortie de cette réunion, quand la personne qui a été humiliée publiquement se retrouve seule dans le couloir, eh bien tout le monde s'écarte d'elle, la mettant en situation de harcèlement transversal, de mise au banc de son collectif d'appartenance, au lieu de s'approcher de cette personne et de lui dire « Écoute, j'ai pas été courageuse, j'ai pas pris ta défense publiquement, mais j'ai peur de perdre mon travail. Mais je ne suis pas d'accord avec la manière dont on vient de te traiter. Donc je vois que tu es bouleversée. Si tu veux, je t'emmène chez le médecin du travail ou de prévention, ou bien tu vas voir ton généraliste pour qu'il t'arrête, parce que je sais que ça peut être pris en charge comme accident du travail. Bref, de tout de même aller prononcer cette phrase qui sort l'autre de sa pathologie de la solitude. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont on t'a traité. Tous les patients que nous recevons, lorsque sur le pas de la porte, nous leur disons au revoir en leur disant qu'ils ne sont plus seuls, nous ont tous dit des mois plus tard, ce que vous m'avez dit sur le pas de la porte m'a guéri à 50%. Savoir que je n'étais plus seule à retourner au travail, subir ça dans l'indifférence générale. Donc vous voyez, en tant que syndicaliste, s'il y a une chose à remettre en vigueur et en valeur dans ce pays, c'est bien évidemment le vivre ensemble, la solidarité, la possibilité de pouvoir compter dans l'entreprise ou dans l'institution dans laquelle on travaille sur l'autre, sur les autres, plutôt que de se dire je vais me taire et ne pas parler de mes difficultés parce que je ne sais pas du tout si l'autre ne va pas s'en servir contre moi. Nous avons donc réussi, au bout de quelques années, à tenter de démontrer qu'effectivement, ce qui se passait dans l'organisation du travail portait atteinte au rapport que chacun d'entre nous entretient avec le travail. Et le travail, parce que je sais, étant psychanalyste, qu'il démarre dès la naissance. Quand nous sommes bébés et que nous venons au monde, la première chose que nous démarrons, c'est le travail somatique pour construire et élaborer un corps en bon état, étant donné l'immaturité du petit homme, mais aussi que nous travaillons à élaborer un fonctionnement psychique de qualité, si possible, et que ce travail de mentalisation, à tous les enseignants qui sont là, je n'apprends rien, et le propre de l'homme et de sa capacité, effectivement, à affronter les situations intrapsychiques ou extérieures qui lui permettent d'y réfléchir, d'y penser, de les mettre en écho avec leur enfance, de les mettre en écho avec leur expérience, d'en parler pour pouvoir élaborer les difficultés et puis les évacuer, parce que la parole est la meilleure manière, encore une fois, d'évacuer le stress qu'on ressent. Vous voyez à quoi on en est rendu, à convoquer des cellules médico-psychologiques pour débriefer le traumatisme qu'autrefois on débriefait dans l'atelier entre collègues ou au café du coin, ou bien en célébrant ensemble la disparition d'un tel et d'un tel dans la chapelle de l'hôpital, ou quelle que soit la religion qui était la nôtre, nous allions nous recueillir parce que c'était un rituel collectif. C'est donc bien la perte de ces solidarités et la solitude ambiante qui fait que de nos jours, l'interne de garde à l'hôpital ne pense plus qu'à une chose, que sa garde se termine et se sauver, alors qu'à mon époque, avec mon mari chirurgien, nous passions Noël avec les enfants à l'hôpital avec beaucoup de joie, car c'était tout à fait joyeux et convivial, qu'on ne pense plus qu'à une chose lorsqu'on travaille à Pôle emploi et qu'on a dit bonjour à ses collègues sur le trottoir en arrivant, à leur dire au revoir en partant, puisque de toute façon, on n'a plus jamais croisé personne pendant la journée, les pauses étant prises de façon alternée. Vous voyez comment ces modèles organisationnels, loin d'être l'œuvre
d'affreux pervers qui auraient proliféré partout dans ce pays sont en fait extrêmement construits pour obtenir, bien évidemment, le silence et la docilité de chacun d'entre nous. Et que le travail de la plupart de nos consultants, de nos cliniciens dans les consultations, c'est de transformer ces salariés qui arrivent en état de détresse avec ces tableaux de temps de guerre qui nous interrogeaient. Comment des gens qui travaillent à la défense sur des écrans d'ordinateur peuvent-ils présenter des stress post-traumatiques, tableaux des soldats qui reviennent d'Irak ou d'Afghanistan, tableaux de ceux qui, au Bataclan ou dans les cafés avoisinants, ont croisé la mort et la folie? Comment est-ce que de simples salariés qui vont travailler tous les jours peuvent présenter ce tableau terrible d'effraction psychique qui rend leur retour au travail absolument impensable? Il nous a fallu construire une théorie et comprendre qu'en fait, ce contrat de travail français que nous trouvons extraordinaire peut devenir un piège psychosomatique. L'être humain, encore une fois, n'a que deux grands mécanismes de défense pour se bagarrer devant les événements difficiles de la vie. Les événements négatifs, mais les événements positifs aussi, parce que quand vous perdez votre emploi, c'est un événement très négatif. Mais quand on vous promeut et que du coup vos collègues vous regardent désormais comme un supérieur hiérarchique, que la communication avec eux n'est plus bonne, qu'on attend beaucoup de vous alors que vous n'avez pas forcément la formation de manager, eh bien ce stress-là peut devenir aussi extrêmement corrosif. Alors, penser à la situation, y réfléchir, est effectivement le premier outil de défense. Seulement quand vous retournez tous les jours dans une organisation du travail où on vous fait taire, ou lorsque vous dites mais on ne peut pas continuer à travailler comme ça, on n'a pas les effectifs, on n'a pas les moyens, vous m'avez collé tellement d'objectifs que j'ai pas le temps de tout faire. Allez, il faut donner un coup de collier, c'est passager. Puis quand vous y retournez 6 mois plus tard, écoutez, hein, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Et puis c'est surtout que vous ne savez pas établir vos priorités, ni hiérarchiser vos tâches. Il y a des choses qui sont inutiles, donc lâchez sur la qualité du travail quand même. Vous finissez par vous taire parce que quand vous vous plaignez trop avec un peu de colère ou d'agressivité, eh bien c'est un avertissement ou un blâme. Et dans un dossier, on sait à quel point ça peut compromettre. Dans le privé, au bout de 3, c'est bien évidemment le licenciement. Dans la fonction publique, la mutation devient très compliquée de toute façon. L'autre grande voie de défense, c'est celle du corps. C'est celle qui consiste à pouvoir se sauver d'un endroit toxique. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment des bombardements sur la ville de Londres, les Londoniens se réfugiaient dans leurs caves, dans les souterrains pour échapper au risque de mort si leur immeuble s'écroulait. Et le lendemain, aux urgences des hôpitaux londoniens, on enregistrait 30% d'augmentation de pathologies allergiques, des crises d'asthme, des urticaires, des eczémas géants. Non pas que les Londoniens soient plus allergiques que les Français, mais lorsque vous êtes bloqué dans une situation où penser ne sert pas à grand-chose, quand ce sont des bombes qui tombent sur l'immeuble, et où la fuite sensorimotrice de la situation n'est pas possible parce que vous ne pouvez pas vous échapper, c'est le troisième grand secteur défensif, les défenses immunitaires, qui vont être convoquées. Et nous avons fini par comprendre que ne pas pouvoir répondre et discuter de son travail, et ne pas pouvoir démissionner parce qu'on perd ses droits sociaux, ou ne pas pouvoir muter parce que dans la fonction publique, on se fait un malin plaisir de vous visser là où vous êtes en situation douloureuse, barre les deux grandes voies de défense. C'est que donc très rapidement, les gens vont tomber malades. Tomber malades par ce tableau d'effraction psychique, et puis ensuite par ce stress post-traumatique, et puis surtout par cette solitude devant un collectif de travail qui, lui aussi, a l'échine courbée et qui se tait. Donc vous voyez que la plupart des pathologies actuelles sont issues d'un silence collectif lié à un chômage chronique qui atteint aussi vos métiers par rebond, parce que l'ambiance dans ce pays, c'est la peur, et que nous passons d'ailleurs du coup dans nos consultations beaucoup de temps à déconstruire cette peur. Voilà comment, au fil du temps, nous avons fini donc par sortir ces fameux documentaires. Mais je crois que c'est essentiellement les suicides de cadres qui ont fini par entraîner une prise de conscience plus forte. Parce que des ouvriers tombent des échafaudages, ou bien que des femmes de ménage soient harcelées dans les écoles,
c'était pas suffisamment percutant pour bouleverser les commissions parlementaires. Mais par contre, que les ingénieurs automobiles du technocentre de Renault se noient dans les bassins en se jetant de la passerelle, que chez France Télécom, on s'immole dans la cour de l'immeuble, ou bien qu'on se défenestre, là, quand même, c'était des cadres supérieurs, des docteurs en mathématiques, des ingénieurs de très haut niveau. Que se passait-il dans ces entreprises? Alors, on a beaucoup ressorti la question de la subjectivité, du fait qu'un suicide, c'est toujours multifactoriel, que, bien évidemment, il y avait sûrement des soucis personnels, histoire d'exonérer la responsabilité des chefs d'entreprise ou des chefs d'établissement. Mais pour autant, un mouvement s'est mis en route qui a bien pointé qu'il se passait dans le monde du travail des méthodes de management iniques que du coup nous avons commencé à lister. Cette liste des techniques de management pathogènes est en ligne sur le site Souffrance et Travail. De la même manière, nous avons commencé à édifier un entretien particulier, visant non pas à aller sur l'enfance du salarié, sur sa difficulté à accepter l'autorité parce qu'il n'aimait pas l'autorité de son papa, autant de tentatives psychothérapiques qui sont extrêmement contre-productives et même maltraitantes, mais bien plutôt l'analyse de l'évolution du travail dans leur entreprise. Et puis nous avons vu apparaître de nouvelles pathologies. Après le harcèlement des années 90-2000, les suicides des années 2006-2009, nous avons vu apparaître les crises psychiques aiguës dans les années 2008, au moment de la crise des subprimes, et puis ensuite, bien sûr, et de manière infernale, et qui ne s'arrêtent pas, les épuisements professionnels auxquels nous assistons actuellement. Et de la même manière qu'en 96, 98, 2000, les patients arrivaient en disant « je suis harcelé », eh bien ils arrivent tous maintenant en disant « je suis en burn-out ». Alors qu'en fait, sur le terrain, nous savons bien que ce qui ruine la santé des salariés, des fonctionnaires de ce pays, c'est le travail abîmé, le travail en mode dégradé, c'est les conflits éthiques. Au mois d'août de l'année dernière, il est 22h30 lorsque je reçois un coup de fil du secrétaire du CHSCT du CHU de Toulouse, qui est en larmes et qui me dit « Madame Peset, je ne suis pas arrivée à joindre Christophe Dejour, donc c'est vous que j'appelle. C'est la 5e infirmière qui se suicide. » Voilà. Vous voyez où nous en sommes rendus dans ce pays, dans un hôpital où il y a des médecins, où il y a une médecine de prévention, un CHSCT, des délégués du personnel. Eh bien, le sentiment d'impuissance est suffisamment puissant pour qu'on appelle Marie dans la grotte de Lourdes, comme si Marie Peset pouvait y faire quelque chose, à part bien sûr donner les coordonnées de l'équipe qui est là-bas à Toulouse et qui heureusement a pu faire un audit. Mais cet audit, on le connaît et on sait d'où viennent effectivement actuellement la plupart des pathologies. Alors, moi, je ne suis pas venue ici ce soir pour vous faire une conférence académique, mais pour essayer de vous passer le maximum de renseignements, pour que vous ayez envie d'aller encore plus loin sur le site, de vous doter de tous ces outils et de pouvoir faire circuler un petit peu plus de science sur la question de la souffrance au travail. Vous voyez, la souffrance au travail, c'est pas simplement le burn-out, c'est d'abord les troubles cognitifs. Si je demande ici, là, qui n'a pas du tout de problème de logique, de concentration, de mémoire, là? Levez la main, ceux qui sont frais. Voilà. Ben, vous voyez, l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, protéger la santé physique et mentale des salariés, elle est déjà entamée, là. Pourquoi avez-vous des troubles cognitifs si ça n'est pas à cause de la surcharge d'éléments qu'on vous demande d'avaler, de la surcharge de connectivité dans laquelle vous êtes, de la fatigue cognitive, de l'hyper-fonctionnement, encore une fois, du fait que vous êtes interrompu probablement sans arrêt quand vous faites vos tâches. L'enquête Sumer, la fameuse enquête épidémiologique coordonnée par nos médecins du travail, le montre. Faire travailler les salariés à plus de 3 tâches en même temps augmente de 66% le risque d'agressivité dans une équipe. C'est vous dire à quel point l'enquête Sumer est fine. Hein. Qui d'entre vous est déjà allé regarder les diapositives de l'enquête Sumer? Vous voyez, c'est quand même effrayant, oui?
Vous avez regardé. Voilà, on vous fait faire partout des audits supplémentaires parce qu'il faut absolument des indicateurs chiffrés sur la souffrance au travail, alors que tous les 6 ans, nos chercheurs font cette enquête épidémiologique qui est prédictive pour tous les postes de travail de ce pays. Alors de qui se moque-t-on quand on dit qu'il n'y a pas d'indicateurs chiffrés sur la souffrance au travail? Tous les 6 ans, cette enquête Sumer montre bien la dégradation de l'état de santé des salariés français. Entre celle de 2003 et celle de 2010, sur les RPS bien sûr, 5 points statistiques d'aggravation. Et là, on est en train d'éplucher les résultats de celle de 2016, qui ne sera pas beaucoup plus brillante. La CNAM-TS a sorti il y a quelques jours les chiffres sur les déclarations de maladies professionnelles concernant le burn-out, 600 cas. Mais 10 000 reconnaissances en accident du travail, parce que c'est beaucoup plus simple de reconnaître en accident du travail lié à des lésions psychiques en situation de travail. Est-ce qu'il faut plus de chiffres? Encore? Ça ne suffit pas pour qu'on se demande véritablement s'il n'est pas temps de revenir vers ces systèmes organisationnels plutôt que de tenter de renflouer le trou de la sécurité sociale que nous creusons avec ces pathologies. Un burn-out, étiqueté-tel, c'est 18 mois d'arrêt maladie à 1 700 € par mois pour la sécurité sociale. Si on investissait ça dans la prévention primaire. Alors vous voyez qu'il y a les troubles cognitifs, le stress simple, l'état de stress aigu. C'est quoi l'ESA? C'est une ficelle de métier très importante que je vous donne. Les médecins conseils en ont assez de voir pris en charge par le régime général des pathologies qui sont liées au travail, mais pour lesquelles il n'y a pas de tableau. Et pour lesquelles il n'y aura pas de tableau. Parce que comme ça bouge, ces symptômes cliniques, les tableaux bougeraient sans arrêt. Donc en 2011, ils s'envoient entre eux la lettre réseau ATMP qui conseille de déclarer en accident du travail sous l'intitulé « État de stress aigu les pétages de plomb ». La secrétaire qui sort de l'entretien d'évaluation en larmes. Le cadre qui renverse son bureau pendant une réunion parce qu'il n'en peut plus. L'infirmière qui renverse son chariot de pansement. La personne qui tente de se défenestrer. Accident du travail. Il y a de magnifiques jurisprudences qui font que cette reconnaissance en AT va protéger le salarié et du coup obliger l'entreprise à faire un arbre des causes au travers du CHSCT. Profitons-en le temps qu'il existe encore. C'est important que vous compreniez que donc on peut inventer une forme d'anatomie administrative, j'appelle ça comme ça, pour arriver par des ficelles à déclarer en accident du travail ces pathologies pour lesquelles il n'y a pas de tableau. Le burn-out, bien sûr, sur lequel je vais revenir, et puis toutes les dépressions, et bien sûr les suicides. Mais il n'y a pas que les décompensations psychiques, il y a toutes les comportementales, la violence contre l'usager, la violence entre collègues, la violence contre l'outil de travail au travers des sabotages, la violence contre l'encadrement avec les séquestrations et autres chemises arrachées, et puis la radicalisation du management, du côté des managers, qui eux aussi sont pris entre l'arbre et l'écorce, et puis qui, n'en pouvant plus, finissent par adopter des comportements managériaux effrayants. Et puis, n'oublions pas les décompensations somatiques, parce qu'elles sont majeures. Vous voyez, il y a des tableaux pour les TMS. Ça n'a pas empêché l'épidémie de TMS de devenir mondiale et d'être catastrophique, même avec des déclarations en maladie professionnelle. Et les troubles cardiovasculaires, bien évidemment, qui sont en augmentation constante au travers du karoshi ou des morts subites. Vous voyez, dans ce pays, le travail est un impensé. Il est d'ailleurs, pour ce qui concerne la santé au travail, toujours attaché au ministère du Travail, plutôt que d'être rattaché au ministère de la Santé. Donc le travail n'est pas un enjeu de santé publique. L'alcool, le tabac, la conduite automobile, on s'en occupe. Mais cet endroit où nous passons 12 heures par jour, cette problématique que nous emportons chez nous, qu'on soit connecté ou pas, de toute façon, de façon psychique, nous sommes sans cesse connectés au travail. Et la nuit, le travail nous empêche de nous endormir et nous réveille, parce que tout d'un coup, nous avons trouvé la solution aux problèmes que nous nous posions dans la journée.
ou bien nous prend la tête au point de nous empêcher de faire autre chose qu'une nuit blanche. Donc de toute façon, le travail est à l'intérieur de nous. Si vous y rajoutez les nouvelles technologies informatiques et de la connexion, eh bien nous sommes devenus, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, complètement esclaves des outils que nous avons fabriqués. Jusque-là, l'être humain avait fabriqué des outils pour prolonger les sens humains, pour prolonger la main, pour prolonger la vue, pour prolonger l'odorat. Pour la première fois, les outils nous ont kidnappés en retour et nous imposent des rythmes de travail qui sont devenus une forme de folie neurophysiologique. Si cette année, on a attribué le prix Nobel aux 3 chercheurs travaillant sur les rythmes circadiens, ce n'est pas pour rien. Le corps humain est éminemment vulnérable. Je me souviens d'une réunion à la maison, Elena, où tu nous disais « Le jour où les hommes comprendront que tout doit être centré sur la vulnérabilité et non pas sur la toute-puissance, nous aurons changé de civilisation et nous pourrons enfin commencer à réfléchir correctement à la façon d'organiser le travail. Le corps humain est vulnérable. Il a besoin d'alternance de veille et de sommeil. Il a besoin de moments de répit pour ses sécrétions hormonales. Il a besoin de moments de repos pour que les grandes opérations mentales s'opèrent derrière, là, dans une forme réflexe, et surtout dans la quiétude du corps. Or, vous voyez bien que le corps demandé par l'organisation du travail est un corps employable, inoxydable, interchangeable, flexible, qui n'a rien à voir avec le corps humain, qui lui est chargé d'émotions, d'affects, de joie, de peur, de fragilité, de failles acquises ou bien héritées, et que ce corps-là, c'est quand même lui qui, au travers des failles, nous permet d'emmener cette métisse, cette intelligence du réel dans le vaste monde pour dépasser ces failles. Et donc c'est important que vous compreniez que toutes les directions, tout l'encadrement qui cherche toujours à vous emmener quand vous craquez du côté de votre fragilité, l'argument c'est de lui répondre « mais ce sont mes failles, ma fragilité qui m'ont fait choisir ce métier. Je ne suis pas devenue psychanalyste parce que j'ai eu une enfance heureuse. J'ai aussi trouvé, grâce à ce métier, la possibilité de traverser et de travailler, encore maintenant, mes failles personnelles. Et au fond, d'en faire une solidité professionnelle. Et c'est la même chose pour vous. Le petit garçon sadique qui aime bien arracher les pattes des mouches et clouer les papillons vivants sur des plaques de liège, heureusement qu'il peut devenir chirurgien à l'âge adulte plutôt que devenir serial killer. C'est extrêmement important que chacun d'entre nous puisse, à l'âge adulte, trouver un métier qui corresponde à son montage pulsionnel et qui puisse s'exercer avec une liberté de pensée et du corps qui préserve l'inventivité qui est le propre de l'être humain. C'est aussi ça qui faisait le génie français. Plus rien à voir avec ces corps-machines mis en place dans l'organisation du travail et qui génèrent des pathologies. Lorsque j'entends les cardiologues français expliquer, par exemple, l'augmentation récente de 45% des infarctus chez les femmes, par le fait qu'elles se mettent à boire et à fumer comme les hommes, au lieu de rappeler qu'en France, contrairement aux autres pays européens et aux pays anglo-saxons, on attend encore de nous un présentéisme pour prouver son engagement vis-à-vis de l'entreprise, et que la mère de famille qui part à 18h s'entend dire « Tu prends ton après-midi aujourd'hui ?» Eh bien, il est temps de se demander pourquoi les femmes font 45% de plus d'infarctus qu'il y a quelques années. Est-ce que ça n'est pas qu'avec la charge de travail actuelle et la double journée dont elles doivent s'occuper et cette charge mentale au quotidien, eh bien, cela dépasse effectivement la santé et la vitalité qu'elle peut mobiliser. Qui s'interroge sur cette division sexuelle du travail ? Ma fille est journaliste à Amsterdam. Quand ma petite fille de 3 ans est malade, comme on ne donne pas d'antibiotiques, on renvoie les 2 parents à la maison en télétravail, sans à-coup sur le salaire, sans certificats médicaux pour en justifier, parce qu'il va de soi que le travail n'est qu'une part de la bonne vie à vivre ensemble. C'est important de se souvenir que très très près de la France, il y a
d'autres modèles culturels. J'ai des enfants au Canada qui sont cadres sup et qui finissent à 17h30. Un fils en Allemagne qui est enseignant et il a la clé de la bibliothèque, il peut aller y chercher ses livres la nuit et le samedi et le dimanche, vous le savez, en Allemagne tout est fermé et que je sache, ces 3 pays ne sont pas des pays en voie de développement. Donc le modèle français est bien un modèle appuyé sur une idéologie qu'il est important de déconstruire avec les patients que nous recevons pour qu'ils en comprennent la folie. Monsieur de Barros, l'ingénieur qui s'est suicidé au technocentre de Renault, et dont Rachel Saada s'est occupée, devait tous les matins s'arrêter à la conciergerie du technocentre pour prendre la clé du bureau libre. Ce technocentre avait été bâti par Renault, par un ingénieur embauché. Il y avait une superficie de terrain colossale, et donc on aurait tout à fait pu faire un bureau pour chacun des ingénieurs sur qui reposait la fabrication des 16 modèles de Logan devant, encore une fois, souvenez-vous du discours de Carlos Ghosn, sauver l'entreprise. Eh bien non, et là on voit bien l'idéologie managériale. Vous êtes en CDI, vous êtes très bien payé parce que vous êtes un ingénieur automobile, on a besoin de vous, mais vous n'avez pas de bureau attribué. C'est ce que Daniel Linhart appelle la précarité subjective. Ces messages subliminaux qu'on envoie aux gens sous des prétextes rationnels pour leur faire comprendre qu'effectivement, ils ne pèsent pas lourd. Ne nous étonnons pas alors, effectivement, que l'épuisement est gagné absolument partout. Alors, je ne vais pas vous embêter, bien évidemment, avec les définitions protéiformes, mais je voudrais que vous regardiez cette analyse sur les organisations du travail en France en 2018, faite par nos inspecteurs du travail, dont les caractéristiques sont présentes partout, mais y compris dans l'enseignement. Charge de travail accrue partout, dans sa complexité et son intensité, individualisation des objectifs, même quand on travaille en équipe, et puis bien sûr, alors la traçabilité, les reportings, les tableaux. J'ai été opérée il y a 3 ans à la Pitié-Salpêtrière en neurochirurgie, une lourde intervention qui m'a guérie. Le lendemain de l'opération, l'infirmière qui vient faire le premier pansement rentre dans ma chambre et puis traficote et prend du temps, parce qu'un premier pansement, c'est compliqué. Et au bout d'un quart d'heure, une sonnerie stridente retentit dans la chambre et ne s'arrête pas. Et je lui dis, « Oh là là, il y a un patient très énervé qui vous réclame. » Elle me dit, « Pas du tout. C'est un dispositif sonore mis en place par la direction pour qu'on accélère nos pansements. » Et je lui dis, « Mais et vos syndicalistes ? » « Ah ben ils sont sur les RTT et vos cadres sup. » « Mais on les voit jamais, ils sont en réunion toute la journée. » « Bon, et là, alors, qu'est-ce qu'on fait ? » « Mais on fait rien, Madame Peset, parce que moi, je vais pas lâcher votre pansement pour aller éteindre la sonnette aux poules centrales et me contaminer les mains. Donc, on va continuer le pansement. » Et donc, pendant 45 minutes, on a entendu cette sonnette stridente. Voilà. Mais qui sont les abrutis qui, dans des bureaux de méthode, pensent qu'il faut pousser une infirmière de neurochirurgie à travailler plus vite avec ce genre de dispositif ? C'est important que vous compreniez ça, parce que c'est ça qui se met en place partout. Le pilotage par l'aval. Vous êtes tous allés à la poste récemment, donc vous avez vu que maintenant c'est vous qui faites tout. Bah oui. Pour ceux d'entre vous qui avaient peut-être pris l'avion, vous savez que vous imprimez votre billet, votre carte d'embarquement, que vous enregistrez votre valise. Vous pilotez pas encore, mais qui sait, ça peut venir. Voilà, c'est ça le pilotage par l'aval. C'est laisser aux salariés au bout de la chaîne ou même aux consommateurs la charge de travail de tous les postes qu'on a supprimés par ailleurs. Et voyez, on se laisse faire, on dit rien. Voyez pourquoi dans nos consultations, la connaissance des modèles économiques est très précieuse. Le management par objectif, qui n'est plus du tout un management du travail. La plupart du temps, les managers en place ne sont pas ceux qui peuvent venir en appui. Si vous avez un pépin, c'est des managers qui vous disent « T'as fini tes objectifs au mois d'octobre, je t'en colle 20% de plus. » Ils sont là pour du chiffre. L'abandon des critères de qualité au profit de ceux de la certification. AZF était certifié.
On avait un peu oublié les sous-traitants qui peut-être ne l'étaient pas, dont un d'entre eux a posé un sac de chlorate de potassium au mauvais endroit et tout fait exploser. Des procédures pour la qualité totale, une informatisation et surtout ces réorganisations permanentes qui ont même envahi l'hôpital où tous les 3 mois on réorganise tout. Hein. Fameuse théorie du chaos, pour ceux d'entre vous qui liront le document du docteur Peter Kruse, vous verrez qu'il est écrit il faut semer le chaos dans les équipes pour qu'il n'y ait pas de riposte possible. Et vous voyez, même à l'hôpital, on sème le chaos. Et tout ça aboutit bien sûr à une production en mode dégradé, à du travail abîmé. Nous avons aujourd'hui tout le personnel des EHPAD qui est en grève parce qu'il n'en peut plus d'être devenu maltraitant. Mais la maltraitance, elle est partout puisque nous faisons mal notre travail. Il est évident, bien évidemment, que tout ceci n'est pas sans conséquence. À l'hôpital, eh bien, on compare les performances d'un opérateur par rapport à un autre. On fait sortir les patients en menaçant les chirurgiens de leur supprimer leur prime de fin d'année s'ils laissent les patients hospitalisés. On va vers du tout ambulatoire. À l'université, il faut publier tant d'articles par an, le contenu des articles, hein, au fond. Hein. Est-ce que c'est encore important? On voit bien comment le lean management s'est finalement mis en place partout, absolument dans toutes les sphères de la société. Le lean management étant par essence le pilotage par l'aval, c'est-à-dire un client veut une voiture, au moment où il l'a commandée et quasiment payée, on commence à la fabriquer. Voilà, c'est ce qui se passe un peu partout. Alors, si autrefois, dans un capitalisme industriel, on fabriquait un bel objet, et tout le monde, du manutentionnaire au PDG, pouvait se reconnaître dans cet objet magnifique, qui, si possible, se vendait beaucoup, permettant de redistribuer des dividendes aux actionnaires, vous savez bien que la donne a changé. Les actionnaires veulent un pourcentage de dividendes qui oblige à travailler d'une certaine manière. Et donc, ce qui s'est mis en place partout, c'est ce que j'appelle la grammaire chiffrée. La manière d'évaluer votre travail est devenue l'outil utilisé par les contrôleurs de gestion, par les directions financières, l'outil de la finance internationale, c'est-à-dire, encore une fois, les tableaux de bord, les reportings. Et cette grammaire chiffrée ne peut pas rendre compte de ce qu'est le travail. Parce que celui qui travaille par corps. Un bon fraiseur, il sait à l'oreille qu'il a fraisé à 6 microns. Il n'a absolument pas besoin de sa règle. Un bon professeur des écoles, il sait à l'oreille que sa classe est en train de passer au chahut et qu'il faut qu'il réintroduise une activité de diversion pour récupérer sa classe. Un chirurgien, il sait au doigt, quand il passe le doigt ganté sous le tendon, que le tendon est dilacéré. C'est une connaissance du travail par corps. Moi, un patient rentre dans la pièce et vient s'asseoir sur le fauteuil devant mon bureau. J'ai sorti un papier pour remplir un petit dossier. Sans le savoir, mes yeux ont vu les gouttes de sueur sur son front. Il s'assied, j'ai vu le thorax bloqué par l'angoisse. J'entends le bruit du pied qui trémule sur le sol. Et au fond, sans m'en rendre compte, maintenant je le sais parce que j'ai travaillé tout ça, j'ai fait mon diagnostic. Je sais ce qu'il a. C'est la même chose pour tout le monde. Dans une centrale nucléaire, avant qu'on confie l'entretien aux sous-traitants, les techniciens pouvaient vous dire que rien qu'à l'oreille, ils savaient quand la panne allait arriver. Hein, le travail, on l'a dans les mains, on l'a dans le corps. Et ce travailler par corps, il est rendu totalement invisible par l'organisation du travail. Voilà, qui veut qu'on respecte la fiche de poste, les procédures, dans tous les domaines, depuis la haute autorité de santé jusqu'à la technique ou à l'industrie, et qui passe à la trappe ce que chacun d'entre nous rajoute tous les jours au travail prescrit pour que ça tourne. Je dis toujours que s'il y avait une nouvelle grève à inventer, pour arriver à démontrer le génie des salariés français, c'est la grève du zèle. Que demain, partout, nous arrêtions tous de rajouter au prescrit. Contentons-nous de faire ce qu'il y a sur la fiche de poste et sur la procédure. Allez, en 1 heure, ce pays s'arrête. Si on veut arriver à démontrer aux ingénieurs des méthodes et aux managers si mal formés dans les écoles ce qu'est le travail réel,
et comment nous puisons dans nos forces individuelles et collectives, dans nos forces cognitives, physiques, dans notre conscience professionnelle dont on fait désormais une pathologie, la possibilité de faire tourner le monde tous les jours, eh bien ce serait de cette manière-là. Plus du tout en faisant la grève traditionnelle. Voilà. Se contenter de faire ce qu'on nous dit de faire. Plus rien ne marcherait. Et d'ailleurs, on voit bien comment, dans tous les endroits qui travaillent en mode dégradé, la grève du zèle, mais arrêterait tout en 5 minutes. Voilà où nous en sommes. Et nous en sommes, je pense, à un moment de l'histoire du travail où il faudrait que, collectivement, nous ayons les outils, les catégories de pensée, les manières aussi de trouver des solutions collectives totalement différentes des outils que nous avons utilisés jusqu'à présent, car nous ne sommes pas de taille devant les rouleaux compresseurs qui avancent, croyez-moi. Alors du côté du burn-out, comme je me soucie quand même de votre santé, je voudrais qu'on regarde tous ensemble le test que nous avons élaboré et qui est en ligne sur le site Souffrance et Travail, qui est un test de propagation du burn-out. Oui, et voilà, 3 minutes et je m'arrête. Vous le passerez tranquillement, parce que si vous dépassez la 2e page, il faudra venir nous voir, d'accord? Alors au début, c'est une manière de travailler. Hein. Vous aimez bien votre travail, vous êtes un bon petit soldat, vous aimez les valeurs du travail bien fait, voilà. Bref, vous êtes indispensable à cette société. Et puis, il y a des signes de surchauffe, il n'y a plus assez de personnel, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas tout ce qu'il faut. Alors vous commencez à rentrer soucieux de ne pas y arriver. Vous commencez à en parler à votre hiérarchie et puis on vous dit allez, ça va passer, ou bien encore une fois définissez vos priorités. Et là, comme tout être humain bien judéo-chrétien, vous commencez à vous sentir coupable de ne pas y arriver et vous allez passer en 6 mois au stress chronique, c'est-à-dire qu'il vous faut plus de temps pour tout faire, vous commencez à avoir mal de ci, de là, vous êtes un peu une boule de muscle endolorie, vous commencez à trouver tout agaçant, votre capacité d'attention et de concentration, comme chez tout le monde, là, ce soir, commence à être sérieusement entamée, mais encore une fois, hein, vous n'osez pas vous arrêter parce que vous vous sentez responsable hein, vis-à-vis de votre travail. Voilà, alors on va passer à toute allure sur le reste. Il y aura l'engrenage, la désocialisation, et puis bien sûr les troubles et les lésions, l'isolement, le recours aux expédients, la désillusion et surtout la faim. Un matin, vous ne pourrez pas vous lever de votre lit, ou bien sur le quai du métro, l'angoisse va vous attraper et le RER qui arrive vous apparaîtra comme une voie de sortie potentielle. Et puis, vous regarderez les médicaments sur le chariot à l'hôpital en vous disant « je vais piocher dedans pour tenir », ou bien vous vous évanouirez dans le couloir, ou bien souvenez-vous de la dernière scène du film Police. Vous trouverez que la fenêtre ouverte derrière votre N+1 est tout à fait fascinante et que ça n'est qu'une question de secondes. Voilà, j'attends vos questions. Merci. Allez-y. Bon, déjà, merci beaucoup parce que c'était très éclairant. Moi, c'est une question qui va être extrêmement redondante pour ceux qui me connaissent, mais voilà. À l'Éducation nationale, nous n'avons pas de médecine du travail. C'est quand même quelque chose que je trouve complètement aberrant, mais vraiment aberrant. Alors, et pour tous autant que nous sommes, encore plus pour ceux qui ont eu des accidents de la vie, c'est vraiment quelque chose où je ne comprends pas que ça ne puisse pas bouger plus que ça. Voilà. Donc, parler de démarche de prévention et de prévention primaire, je ne vous dis pas. Voilà. Donc, la route est longue, mais enfin, en tout cas, c'est une sacrée bouffée d'oxygène de vous entendre parce que on a beau, même collectivement, essayer d'agir, des fois, on a l'impression qu'on rame. Non, vous ne ramez pas tout seul et il y a des solutions même pour vous. Mais voilà. Quand on sait qu'en fait, il y a 450 postes de médecins de prévention qui étaient prévus pour l'éducation nationale et qu'il y en a 45 de budgétés, on hallucine. Alors, par la MGEN, hein, je sais que vous pouvez avoir accès à 3 consultations, mais c'est peanuts.
Non, vous pouvez aller dans n'importe quel CHU, dans les services de pathologie professionnelle. Vous pouvez aller dans le réseau Souffrance et Travail. Vous pouvez venir nous voir. Alors bien sûr, si ce sont des médecins, vous serez pris en charge. Si ce sont des psys, eh ben, il faudrait que vos mutuelles se bougent et vous remboursent. Battez-vous pour qu'elles vous remboursent une dizaine de séances par an, voilà, pour qu'elles vous couvrent un peu mieux. Mais on s'arrange toujours pour arriver à vous aider. On adapte nos tarifs. Mais en tout cas, vous avez les services hospitaliers, les services de pathologie professionnelle. Et si vous n'arrivez pas à avoir de rendez-vous parce que c'est très long, vous passez par nous parce qu'on les connaît tous. Voilà. N'hésitez pas, on est là pour ça. S'il y a une situation aiguë, on vous aura une consultation. Et c'est vrai que quand c'est un clinicien d'une consultation de patho-pro qui écrit au médecin de prévention ou au rectorat, vous savez bien que quand ça revient de l'extérieur, ça bouge un petit peu plus, quand même. Merci, merci pour tout. Donc je suis syndicaliste, j'aide au quotidien certaines personnes. J'adhère à votre position, mais il n'y a aucune place pour la psychologie individuelle, les psychothérapeutes. Parfois j'ai envie de dire, reconstruis-toi un peu, etc. Il y a une part de toi de la faiblesse, augmente ton estime de soi, et sans rejeter sur le travail qui est prédominant, et j'en conviens. Alors, c'est pas du tout notre approche. Je suis psychanalyste, donc bien sûr, moi je suis mes patients très longtemps, et souvent ils ont retrouvé un travail depuis longtemps, ils continuent le travail sur eux-mêmes, et je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut pas aller du côté de la personnalité. Mais là, l'impact des organisations du travail, c'est sur tout le monde. Psychotique, hystérique, obsessionnel, c'est du facteur à l'étudiant en passant par le berger du coin. Et donc, on est dans des psychopathologies, des violences collectives, et donc nous préconisons les mêmes prises en charge que celles de François Sironi, qui a écrit Bourreaux et victimes, psychopathologie des violences collectives, parce que là, il faut faire un travail de déconstruction de ce qui a abîmé le travail de la personne qui vient nous voir, un travail de déconstruction de la peur qui l'empêche d'aller vers les bons acteurs, un travail de déconstruction de ce qu'on a pu lui dire sur le fait qu'elle était faible, alors que pour nous, celui qui craque, c'est celui que nous appelons le salarié sentinelle, celui qui ne brade pas la qualité du travail et qui donc va décompenser. C'est celui qui dit la vérité qui est exécuté. C'est ça qui est terrible. C'est celui qui, encore une fois, ne comprend pas pourquoi il faut travailler de cette manière si abîmée, qui va décompenser en premier. Et au fond, il est la partie apparente de l'iceberg du collectif. Comment font les autres pour tenir ? Il faut approcher ces pathologies de façon systémique et non pas individuelle. Après qu'il y ait un retentissement, un écho, bien sûr, dans un second temps. Mais le premier temps, c'est le temps du repos, c'est le temps de la protection juridique, c'est le temps de la coordination entre le médecin conseil, le médecin de prévention, l'avocat. On met tout en route très très vite au cas où. Comme ça, tout est là, si ça se gâte. Mais c'est surtout ce travail de compréhension de ce qui s'est passé, qui est aussi une reprise de possession du travail réel. Parce que toute cette mesure du travail fait passer à la trappe votre travailler par corps. C'est pas ça qu'on mesure. Et donc, vous avez absolument besoin, dans ces consultations interminables, de découvrir tout ce que vous avez fait pour que ça finisse par tourner. Et ça, l'estime de soi... elle se regrimpe toute seule dès que vous vous rendez compte que l'hôpital ne tient que grâce à vous, que l'école ne tient que grâce à vous, que l'usine ne tient que grâce à vous. Et sûrement pas à cause des reportings. C'est important de démonter tout ça parce qu'autrement, le salarié pense qu'il n'a pas été à la hauteur, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, et là, il faut avoir un positionnement théorique extrêmement ferme du côté des psychopathologies, des violences collectives. Et si nous avons 80% de bons résultats dans le réseau, c'est bien parce que ce protocole Phoenix va sur l'analyse des organisations du travail plutôt que d'aller sur la névrose singulière. Encore une fois,
Je ne peux pas dire à l'ouvrière que si elle n'a trouvé que ça à faire, c'est parce qu'elle a un fonctionnement imaginaire pauvre, ni à la jeune femme harcelée que elle n'a qu'à pas supporter tout ça et taper du poing sur la table, ou bien comme disaient les psychiatres dans les années 2000, vous n'avez qu'à apporter votre repassage au travail si on ne vous donne plus rien à faire. Il n'avait pas dû mettre les pieds dans une entreprise depuis longtemps, celui-là, hein, parce que la jeune femme qui a fait ça a été licenciée pour faute grave, hein, vous vous en doutez. Oui. Là. Oui. Sais pas. Il marche là. Oui, il marche. Oui, oui. D'abord, j'ai bien apprécié. Vous avez dit quelque chose qui m'a semblé très important, à savoir la solidarité de ceux qui subissent. Sûr. Et sur ce point-là, je ne sais pas si l'école forme assez les gens. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui pouvez répondre. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que les jeunes femmes cadres que j'ai en psychothérapie me parlent de benchmarker les maternelles pour trouver la meilleure pour leur enfant. Et donc, ça ne me ravit pas comme discours, hein, vous vous en doutez. Voilà. On est mal parti quand on démarre comme ça. Vous pouvez traduire en français. Le benchmark, c'est la mise en concurrence des salariés entre eux. Il y a de très beaux arrêts de jurisprudence qui l'interdisent, notamment à la caisse d'épargne. Et le benchmark, donc, c'est mesurer les qualités et les défauts des différentes maternelles pour mettre son enfant dans la meilleure, qui va le pousser le plus vite et qui puisse faire maths P dès la 6e, par exemple. Vincent ? Oui, bonsoir. Merci pour tous ces éléments. Moi, j'avais une question. J'ai trouvé très éclairant la manière dont vous disiez finalement qu'il y avait peut-être une culture française de la manière de travailler qui encourageait les pathologies au travail. Et puis là, le petit 4 pages, les techniques de management pathogène. Et ma question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des techniques de management qui seraient bénéfiques, Bien évidemment. Et à cet égard, j'avais une proposition ou une question à faire, puisqu'on nous propose de faire une carte, une idée. Il me semble, et pour l'avoir pratiqué dans certains collèges d'équipes qui ont des façons de travailler qui sont parfois vraiment un vrai plaisir, où on est heureux ensemble, où on a l'impression d'être entendu, où on passe pas à côté du vrai sens du travail, et où on sait débattre, où on sait délibérer, il me semble qu'il y a une posture à avoir par rapport à ce qu'est le conflit dans le travail. C'est-à-dire que le désaccord professionnel, ça existe, et c'est normal, et c'est plutôt vertueux, et c'est une occasion d'apprendre et d'échanger, et il faut savoir dans un collectif aller au bout du débat et donc avoir le sens de la délibération. On parlait de former les élèves ou les professionnels à ce qui pourrait être, et il me semble qu'il y a vraiment quelque chose à trouver autour de la notion de délibération. Alors, il y a une très bonne piste, c'est ce que Yves Clos appelle la dispute professionnelle. Il faut transformer des conflits qui sont présentés comme des conflits interpersonnels en disputes professionnelles. Parce qu'en fait, il peut y avoir des désaccords dans un collectif sur la manière de travailler. Voilà. Je me souviens quand à l'hôpital, on a mis en place les gants au moment de l'épidémie de VIH. Vous aviez des services où les cadres sup imposaient les gants à toutes les infirmières qui souffraient beaucoup de ne plus pouvoir toucher la peau des patients. Et d'autres services où on leur disait, vous ne mettez les gants que pour les soins très intrusifs qui risquent de vous contaminer. Vous prenez votre temps pour le reste, voilà. Et ça se passait tranquillement et petit à petit, les infirmières sont venues à mettre les gants tout le temps. C'est mieux que d'imposer directement. Pourquoi ? Parce que, vous savez, le lit de l'épuisement, c'est pas la surcharge de travail. On peut tous travailler beaucoup quand c'est passionnant, excitant, intéressant. C'est le conflit éthique. C'est mal travaillé qui vous abîme, hein, qui vous érode tranquillement et qui fait le lit de l'effondrement à un moment donné. C'est vraiment ça. Donc effectivement, moi je comprends que les gens en aient marre, qu'on parle de la souffrance au travail, mais en même temps c'est bon métier. Hein. Bon voilà. Hein. Et puis c'est pas comme si ça s'était arrangé. Hein. Moi quand j'ai créé la première consultation, c'était un machin baroque. J'imaginais pas 20 ans plus tard qu'il y en aurait 130. Plus toutes celles qui se sont créées ailleurs. Donc c'est pas une réussite, c'est un symptôme terrible. Moi je pense qu'il faudrait aller là où ça va bien et faire l'analyse des ingrédients qui font que ça marche davantage pour casser un peu ce discours que les gens trouvent très négatif. Donc allons-y, quand il y a un CHSCT qui marche, allons voir pourquoi il marche encore un peu.
avant qu'il n'y en ait plus. Voilà, si cet endroit que vous décriviez tourne bien, eh ben, allons extraire avec la clinique du travail les ingrédients qu'on pourrait du coup implanter ailleurs. Bien sûr que délibérer du travail, ça change tout. Bien sûr qu'un travail qui tient ses promesses de nous accomplir, d'élargir nos compétences, de nous rendre utiles au monde, d'être reconnu par la hiérarchie, par l'usager, bien sûr que ce travail-là préserve notre santé. On l'a toujours dit, le travail est le plus grand pacificateur individuel et social. Et on voit bien dans les banlieues où il n'y a pas de travail depuis 3 générations, les violences à l'œuvre, hein, partout. Hein. Donc, oui, réhabilitons les lieux où ça se passe bien, mais essayons d'en extraire l'essence, si possible. Éric. Justement, parce que vous parlez de là où ça pourrait aller, où ça pourrait aller mieux. Moi, je voudrais savoir si, dans toutes les organisations de travail, on retrouve cette souffrance au travail qui semble être presque universelle. C'est-à-dire, on a en France un secteur qui s'est beaucoup développé ces dernières années, c'est le secteur de l'économie sociale et solidaire, quoi. Est-ce que ça voudrait dire que dans ce secteur-là, dans le secteur associatif, y compris dans des organisations dont on pourrait croire qu'elles sont vertueuses par rapport à la relation au travail, on retrouve aussi cette souffrance au travail? Bien sûr, et majorée par l'absence de connaissances managériales, économiques, financières, des gens qui ouvrent des associations. Voilà. Ça, plus l'enjeu, n'est-ce pas, d'une association qui doit faire ses preuves, les idéaux qui viennent se greffer là-dessus et qui créent beaucoup de conflits. Vous savez, ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'avec les critères GOLAC, on sait très bien ce qu'il faudrait faire. De l'autonomie, des marges de manœuvre, le temps de bien faire son travail, être formé pour son poste. L'enquête Sumer le montre bien, hein. Je ne sais pas si je les ai là-dessus, mais c'est impressionnant de voir à quel point finalement... L'artisanat, l'artisanat, les salariés, non, c'est pas là-dessus. L'artisan, il tient jusqu'à ce qu'il tienne plus, mais là, en ce moment, je suis en train de former les primo-écoutants de l'association SPS qui s'occupe des médecins et des soignants en burn-out, puisqu'ils se suicident tellement en ce moment, ils sont dans un état. Et on voit bien que même le médecin, il est soumis au contrôle de la sécurité sociale, on lui impose tel protocole de médicaments pour telle pathologie, même lui, il perd ses marges de manœuvre. Et l'artisan du coin, il est soumis lui aussi à de telles pressions. Alors, heureusement, quand vous entrez dans une boucherie, vous voyez bien la belle ouvrage, la présentation et tout l'amour du métier qu'il a fallu pour qu'il y ait une si belle vitrine. Et que c'est peut-être encore dans ces endroits-là que l'équilibre entre souffrance et plaisir peut se maintenir. Mais pour combien de temps encore ? Nous sommes un peuple d'artisans. Il faut que nous arrivions à récupérer ce génie dont nous sommes capables quand on nous laisse travailler comme nous voulons. C'est très important. Manuel Vaille, en fait, c'est plus une réflexion qu'une question. C'est-à-dire, je suis délégué syndical dans un établissement public. Juste, voilà, approuvé, c'est véridique. Et pourvu que ça dure. En fait, à vous écouter, et ça, j'ai eu un déclic en voyant la liste du burn-out. Enfin non, c'était pas la liste du burn-out. Non, les organisations du travail. C'est extraordinaire, ça aide énormément. Des entretiens individuels. Oui. Et en fait, je me suis dit, on se bat beaucoup pour que les entretiens individuels se passent dans des bonnes conditions. C'est un lieu de difficulté annuel, en fait, ces entretiens, et à chaque fois, c'est beaucoup de travail pour nous. Et je me dis qu'en définitive, on passe énormément de temps dans l'accompagnement individuel. Au lieu de faire un accompagnement collectif. Oui. Très rarement, on travaille dans le collectif. Et oui. On y arrive, mais vraiment, quand on n'a plus d'autres possibilités et que l'administration, en l'occurrence l'administration, enfin, le décision, je dirais, je sais pas, est contraint de désigner un médiateur ou voilà, une personne qui va essayer de recoller les morceaux, si c'est encore possible. Mais en fin de compte, on passe 95% de notre temps à accompagner des individualités, alors que le problème est collectif. Tout à fait. Vous avez tout compris. Ça vous en fait des outils à créer, hein ? C'est bien. Oui. J'ai quitté le monde du travail, je suis un heureux retraité, mais
je continue à suivre, effectivement, et je participe à un groupe de souffrance au travail dans un cabinet médical. Ce qui me semble essentiel, c'est effectivement le collectif. Je veux dire, pour la réparation, pour la compréhension du problème, je veux dire, le fait que les gens puissent parler entre eux, je veux dire, et voir comment les situations évoluent. Parce que c'est vrai que les gens qui arrivent pour la première fois dans ces consultations, ils sont en arrêt, ils sont en burn-out, tout ce qu'on peut décrire, mais on voit l'évolution et c'est ça qui est important, je veux dire. Et on voit que les collègues qui sont venus avant c'est long, hein, c'est pas immédiat, mais je crois que c'est cette notion, que ça peut bouger, et que ça peut bouger par le collectif en particulier. Je veux dire, d'abord l'analyse, ça qui est faite effectivement c'est pas la personne, même si il peut y avoir, mais c'est effectivement l'organisation du travail, comme tout ça, ça on le voit bien, mais après vraiment pour se reconstruire, hein, la reconstruction, il me semble que cette idée de... Et bon, les syndicats, je veux dire, sont là aussi pour ça, prendre ça en charge. Alors c'est plus difficile, hein. Là c'est dans un lieu qui est en dehors du travail, donc ça aide peut-être aussi, mais je crois que c'est vraiment le boulot aussi du syndicat sur le lieu de travail de faire ça. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Une dernière question. Ah, madame. Elena. Oui, c'est pas une question, c'est juste que la première fois que j'ai écouté Marie Peset, c'était la grande conférence du CNAM, les premières colloques. En 98. Ça nous rajeunit pas, Elena. Il y a 20 ans. C'était spectaculaire. Il y avait 1200 personnes qui étaient complètement... ils étaient... difficile de dire la réaction collective qu'il y a eu après cette intervention. Et je me souviens que tu disais que les femmes n'étaient pas plus l'objet de troubles musculo-squelettiques à cause des questions musculaires. Non. Il faut que tu reprennes la phrase parce que je ne savais pas. Non pas à cause de leur anatomie ou de leurs problèmes hormonaux, mais à cause des postes. Et voilà, tout à fait. Et évidemment, en tant que sociologue du travail et d'autres sociologues du travail présents, on a considéré que c'était vraiment la clé d'une série de choses et surtout une critique du déterminisme biologique. Mais bien sûr. Et là, on rejoignait les chercheuses sur la question du genre, bien de sûr. la vision sexuelle du travail et la psychosomatique, la psychopathologie du travail, la psychanalyse, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une leçon vivante que je conserve tout à fait dans ma mémoire. Merci, Elena. Merci à tous. Vous savez ce qui vous attend. Il faut piocher un peu dans ce qui vous est donné sur le site. Et vous verrez que ce sont de bons outils qui aident énormément. Bonne soirée à tous.